You're having a good time. You're out drinking with the boys. Now it's time to pay the tab. $11,352.47. Wait, what? Well, there are court costs, attorney fees, higher insurance costs, damage to your car, DUI fines. Oof. Not to mention the damage to your social life. Plan a sober ride or pay the price. Drinking and driving costs more than your drinks. It could cost a life. Learn more at whatsthedamage.org. Brought to you by Virginia DMV. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Nouvel épisode qui sent le chlore et la tension des fins de saison. Aujourd'hui, on ne se contente pas de nager en surface, on plonge en plein cœur d'une dernière journée élite où tout a basculé. Comment Montpellier a-t-il réussi l'exploit in extremis d'arracher sa place en play-off face aux ennemis jurés d'Aix-en-Provence ? Pourquoi un match entre Marseille et Montpellier s'est-il transformé en festival de sanctions avec un ratio de fautes graves rarissime de 24 à 8 ? Et surtout, on reçoit un invité au parcours hors norme, Raphaël Pirat. Ancien international, globe-trotteur des bassins passé par l'Australie, il réalise aujourd'hui un exploit logistique et sportif, entraîner simultanément les garçons à Aix-en-Provence et l'élite féminine à Toulon. Entre réveil à 4h30 du matin et passion débordante, il nous livre les secrets d'un coaching atypique dans un sport qui ne lâche rien. Attachez vos bonnets, on débriefe, on analyse et on se projette sur les quarts de finale et c'est maintenant. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! On démarre un nouvel épisode avec un invité aujourd'hui qui va dans un premier temps nous aider à commenter la dernière journée élite. Tout s'est décanté sur cette dernière journée, quelques petites surprises à la clé. Et donc on accueille notre invité, Raphaël Pirat est avec nous aujourd'hui. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bonjour à tous. Raphaël Pirat, j'ai commencé le water-polo moi à Choisy-le-Roi. Et je suis parti assez jeune à Nice, où j'ai joué pendant près de 10 ans, en gravissant un peu les échelons équipe jeune et après équipe élite. Et ensuite, je suis parti 4 ans à Montpellier. Joué pendant cette période-là, j'étais en équipe de France. Et ensuite, j'ai refait une dernière année à Nice avant de m'exiler en Australie, pour commencer ma carrière d'entraîneur. Donc ensuite, je suis revenu avec le Covid pour tout ce qui était l'avant JO. Et depuis, j'entraîne au Pays d'Aix natation et au Toulon water-polo au féminin. On aura l'occasion de développer ça un petit peu plus tard dans l'épisode, mais tout de suite, donc, on attaque le débrief des derniers matchs. Et pour attaquer, on a un Montpellier-Marseille, match en retard qui comptait pour la 11e journée. Et résultat, on va dire quasi sans surprise, victoire nette des Marseillais 26-15 dans le bassin Antigone. Ouais Christophe, écoute, Montpellier jouait donc ces 2 derniers matchs, comme on l'a dit, qui pouvaient les laisser espérer pour les playoffs, mais dans ces 2 matchs, il y avait Marseille, alors certes à la maison, mais Marseille reste quand même la grosse écurie du championnat. Écoute, je suis pas surpris par le score, je suis surtout surpris, je vais faire un petit focus quand même sur l'arbitrage, parce que écoute, visiblement les Montpelliérains ont réussi à mettre en très très grande difficulté les Marseillais, puisque Marseille repart de Montpellier avec 24 fautes graves, ce qui est quand même pas rien dans un match de polo, hein.
Les feuilles de match, maintenant, tu as 14 joueurs. Si tu peux supposer quand même que les gardiens prennent pas de faute, il te reste 12 joueurs, 24 fautes, divisé par 12, ça fait 2 fautes par joueur. Marseille a fini avec 5 joueurs à 3 fautes. Et dans le même temps, écoute, c'était un match qui a pas été du tout balancé, puisque dans le même temps, Montpellier n'a que 8 fautes graves contre lui. Donc, alors je veux bien, on peut me dire les défenses sont pas les mêmes, ceci, cela. Mais je m'aperçois quand même qu'un match à 24-8 d'écart au niveau des fautes graves, c'est quand même rarissime. Déjà, quand c'est le double, c'est compliqué, mais là, c'est le triple. J'ai entendu des interviews de joueurs et de techniciens mécontents après le match, notamment Marc Amardey et Thomas Vernou, qui s'étonnent. Eux, ils sortent d'une campagne européenne et ils s'étonnent quand même de la teneur de l'arbitrage sur ce match-là, où ils ont été plus que sanctionnés. 5 pénaltys, 24 fautes graves. Je l'ai déjà dit, j'aime pas ce water-polo où c'est devenu que de la sanction. Et écoute, ce match-là met en exergue ce que je dis depuis un petit moment. Et il était, pour moi, le score est anecdotique parce que je savais que Marseille allait l'emporter à Montpellier. Mais je trouve qu'un match qui se termine à 24-8, quand même, c'est assez rare pour pouvoir le souligner. Ouais, Marseille qui avait fait tourner son effectif et même l'entraîneur n'était pas présent puisque c'est Marc Amardey qui coachait cette équipe avec l'intégration de quelques joueurs N1, Dario Danowski, Victor Tavel, Audouin de Revier, Maxime Zindo notamment, et on avait Arshak Hovhannissian qui avait pris la première place de gardien dans ce match. Ouais, Christophe, ils sont obligés de faire tourner, d'incorporer des joueurs de N1 puisqu'on le rappelle, qu'en championnat, tu as le droit à 5 étrangers, donc il faut leur enlever 2 joueurs et on rappelle que Pierre-Frédéric Ampérostrat et Loris Canovas sont absents pour blessure jusqu'à la fin de la saison, donc tu as 4 joueurs en moins par rapport à la configuration Coupe d'Europe, donc obligatoirement le club est obligé d'intégrer des jeunes. Raphaël, un petit commentaire sur ce premier match? Oui, Montpellier, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Je pense que c'est une équipe qui est capable de faire des résultats contre un peu n'importe qui, en tout cas en France. Mais oui, après, je suis surpris sur le nombre d'exclusions. J'ai pas vu le match, donc je veux pas m'abstenir de trop commenter. Mais oui, c'est toujours un peu choquant. Il y a 3 fois plus d'exclusions d'un côté ou de l'autre, quoi. Match qui finalement n'avait pas beaucoup d'importance puisque Montpellier, je pense quand même jouer son va-tout dans ces derniers matchs. Il y a Mustur, 6 buts côté montpelliérain, donc qui a aidé son équipe, mais l'écart est trop conséquent pour espérer quelque chose pour Montpellier. On verra ce qui se passe pour le match d'après. Christophe, 6 buts avec 5 pénaltys. Alors les pénaltys, il faut les marquer, on est d'accord. C'est pas un but assuré le pénalty, mais il y a quand même 5 pénaltys. C'est lui qui a tiré les 5. Ouais, c'est pas négligeable non plus. Deuxième match qui comptait pour cette fois-ci la journée 18, Douai qui accueillait Strasbourg et victoire des Strasbourgeois 15-10 après avoir mené 7-2 à la mi-temps. Ouais, 7-2, on avait dit que Douai, donc sur les 2 dernières journées, jouait et Marseille et Strasbourg, donc sans leur faire offense, on savait bien que ça allait être difficile pour eux de prendre quoi que ce soit. Ils ont fait mieux que résister, je trouve quand même, contre Strasbourg, parce que c'est vrai, t'as raison, il y avait 7-2 fin de deuxième, mais ils gagnent la troisième 6-3, ce qui leur permet quand même d'arriver début de quatrième à 10-8, ce qui est pas vilain du tout pour étant donné l'écart supposé entre les deux équipes. Donc Douai a fait mieux que résister pendant 3 périodes, et puis un petit coup d'accélérateur pour finir de Strasbourg qui sécurise la victoire 15-10, mais Douai n'aura pas à rougir de cette défaite-là. Il finit, certes par une défaite, mais le championnat d'une façon très honorable. Troisième match que nous commentons, Taverny qui accueillait Nice, match qui avait son importance pour les deux équipes pour espérer être bien classées, notamment Taverny qui avait la possibilité de passer devant Montpellier en cas de victoire et de défaite de Montpellier. Taverny qui a fait le job et qui s'impose 14-7, donc Nice qui n'a pas existé dans ce match et Taverny qui a pris très rapidement l'avantage. Taverny avait pas son destin entre ses mains puisqu'il leur fallait et battre Nice et espérer un faux pas de Montpellier. En tout cas, à Montpellier de prendre qu'un seul point, donc une défaite au pénalty à la maison pour pouvoir sauter et Douai et Montpellier. Et puis Nice, dans le même temps, une victoire leur aurait permis d'accéder à la 4e place, ce qui leur aurait donné sur les playoffs le retour à la maison contre 7. Pour moi, c'est pas un super avantage, mais ça reste pour certains, ça reste quelque chose d'important. Et puis écoute, on a expliqué la dernière journée que Nice a très très mal démarré contre Aix chez lui en étant mené 7-2, -5, dont tu te remets quand même difficilement. Et puis là, écoute, ils ont fait le même match, ils ont commencé par être menés 6-1. Et puis là, le rapproché qu'ils ont fait contre Aix, là, ils l'ont pas fait du tout. Et j'avoue quand même qu'ils finissent sur un 14-7 qui est pas anecdotique pour moi.
J'avais dit que Nice faisait une bonne saison et puis finalement, tu vois, la défaite à 7 au penalty alors que ils menaient jusqu'à 2 secondes de la fin, plus ensuite ils ont enchaîné cette défaite contre Aix. Là, ils perdent quand même dans les grandes largeurs à Taverny. C'est pas la meilleure façon de préparer les playoffs, mais bon, ça veut pas dire qu'ils perdront contre 7, mais je trouve l'équipe quand même apathique. Et il y a 2 choses quand même que je voulais souligner. On a parlé à juste titre la semaine dernière de la Balach dépendance, puisqu'il avait mis 8 buts contre Aix. Là, tu t'aperçois, il en a pas mis un, et puis tu finis à -7 à Taverny. Et enfin, le truc que je voulais annoncer aussi, c'est que je trouve, même si on s'approche de la période du mercato, je trouve quand même que la communication d'annoncer quand même que Balach repart à Douai. Alors, il a le droit de repartir à Douai, mais je trouve le timing au minimum maladroit. Je trouve pas ça forcément de bonne aloi d'annoncer que tu vas dans un club contre qui d'ailleurs Nice aurait pu rencontrer lors des playoffs. Mais je trouve qu'il y a une période pour le mercato et il y a une période pour annoncer ça. Les joueurs de Nice n'étaient pas au courant. Je sais pas si c'est anodin que Balach mette pas un but sur ce match-là. C'est la première fois qu'il met pas un but dans le championnat. On rappelle quand même que c'est le 3e scoreur de ce championnat-là avec des scores très prolifiques. Et je trouve que Nice a tout raté dans ce week-end-là. L'annonce de Balach et la défaite 14-7. Les annonces de mercato, il faut les faire après le championnat. Raphaël, un petit commentaire, toi qui as joué à Nice, tu l'as dit en intro. Ouais, et puis mine de rien, aller à Taverny, c'est toujours compliqué. C'est une équipe, surtout quand elle joue pour grappiller des points en fin de championnat, tu sais qu'ils vont t'attendre le couteau entre les dents. Taverny, c'est aussi leur façon de jouer. C'est une équipe accrocheuse qui tu sais qu'il y aura un défi physique, donc si toi t'es pas prêt, que t'arrives un peu tranquille, ou avec des choses dans la tête comme potentiellement l'annonce de ton meilleur buteur qui s'en va. Ouais, c'est pas idéal, quoi, pour entamer ce genre de match. Mais oui, 14-7, ça me surprend quand même pas mal parce que Nice faisait, pour moi, était en phase de progression, tu vois. Ils ont eu des résultats cohérents, ils ont loupé de coche quelques fois, mais je voyais qu'il y avait une nette amélioration sur la manière dont ils jouaient ces derniers mois, on va dire. Et tu perds 2 matchs un peu comme ça, parce que même 7, contre Aix, pardon, t'es à 7-2 chez toi, contre une équipe qui a pas grand chose à jouer sur cette fin de championnat, à part juste attendre les playoffs. C'est un peu bizarre. Ouais, assez étonnant et à noter quand même, hors match en lui-même, toujours la bonne diffusion. Alors on peut suivre les matchs de Taverny sur YouTube, donc le commentateur, contrairement à Montpellier par exemple où on peut suivre le match sur Facebook, là il y a le commentateur de la piscine qui fait aussi les commentaires sur la vidéo en direct et que se monte un petit peu en gamme aussi puisque tout le long, il y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. Je crois qu'il y en a que 3, Marseille, Aix et maintenant Taverny, avec les panneaux lumineux au bord du bassin, ce qui rajoute un peu sur le côté spectacle dont on a bien besoin aussi dans la promotion de notre water-polo. Ouais, Christophe, juste pour finir, on avait parlé quand même, il restait 2 journées à Taverny. On pouvait supposer, on va parler du match qui suit, mais on pouvait supposer que Taverny, que Montpellier, donc perdre contre Marseille, ce qu'ils ont fait. Ils avaient un match quand même pétrin à jouer contre Aix, contre quand même tu reçois le 3e, et Taverny dans le même temps, elle se mordra les doigts de pas avoir réussi à battre Bordeaux à la maison autrement qu'au penalty. Quand tu vois que tu arrives à mettre 14-7 à Nice, tu dois quand même réussir à battre Bordeaux dans le temps réglementaire chez toi, ce qu'ils n'ont pas fait et ce qui va les poursuivre quand on verra le match d'après et le classement. Ouais, complètement. Donc, match inversé, journée 9, journée 18. Le match officiel qui devait être Pays d'Aix-Montpellier avait été remporté par Aix d'1 but le 14 novembre. On sait que tous les matchs Aix-Montpellier sont toujours compliqués, hein. C'est presque les deux ennemis là qui s'affrontent et le match a tenu presque toutes ses promesses dans son résultat puisque ça s'est joué au pénalty. Fin de match où Aix arrive à arracher le match nul 16 partout à 2 centièmes de la fin. En jouant à 7 contre 6, ils avaient laissé le but vide et du coup, séance de tir au but probablement redoutée par Montpellier qui s'était incliné contre 7 à domicile au tir au but également. Et cette fois-ci, il s'impose 20-18. Oui, Christophe, tu le dis, hein, les matchs ex-Montpellier ou Montpellier-Aix sont toujours des matchs à part. Et puis là, écoute, ils jouaient contre une équipe qui joue sa peau, qui joue sa peau en play-off. Ça aurait été rageant quand même que Montpellier ne perde qu'au penalty. Ils ont cru d'abord avoir les 3 points, comme tu l'as dit, l'égalisation à 2 centièmes. Et puis après, une défaite au penalty, ils auraient marqué qu'un seul point. Et comme on en parle assez souvent, mais je le répète, le goal average particulier, au bout d'un moment, ça vaut 1 point.
le goal-average particulier vis-à-vis de Taverny était largement en faveur de Taverny. Donc Montpellier devait à minima prendre 2 points dans ce match-là. C'est ce qu'ils ont fait. Donc tu vois, ça n'a pas rigolé pour eux contre 7. Là, ça rigole. Aix quand même privé toujours de Kylian Brest-Fernandez et surtout du japonais Ogara qui était pas là. Donc, je ne sais pas s'il est blessé ou si fait un choix de l'entraîneur ou quoi, mais c'est quand même une absence préjudiciable parce que en plus d'être un buteur, c'est quelqu'un qui fait très très bien jouer son équipe. Donc Montpellier, qui est, on le dit depuis la première journée, qui est impronosticable, capable de perdre à Bordeaux, capable de battre Aix, capable de faire 2 buts contre Strasbourg, capable de faire des matchs des fois qu'on ne comprend pas. Et puis quand il y a un sursaut à donner un coup de collier comme ça pour entrer dans les playoffs, ils arrivent à sortir le match qu'il faut et ils méritent pour moi leur place dans les 6 parce que ils étaient déjà à 2 doigts de battre Aix dans le temps réglementaire. Et puis quand t'es 6e à la fin d'un championnat, c'est que tu mérites ta place. Raphaël, un commentaire sur ce match et sur l'équipe de Montpellier, peut-être sur cette saison, puisque tu as joué aussi dans cette équipe. Ouais, Montpellier, toujours difficile à lire comme disait Fred, hein, mais après, pour revenir sur Taverny, entre Taverny et Montpellier, c'est une équipe qui doit être dans le top 6 au début du championnat. Je pense que c'est Montpellier qui a plus cet objectif-là qu'une équipe comme Taverny. Après, moi, je suis pas totalement d'accord avec Fred sur le fait qu'il le mérite, Montpellier, parce que oui, sur la qualité de l'effectif, ils peuvent être dans les 6, mais vu ce qu'ils ont été capables de produire, c'est quand même assez fou de te retrouver à être une équipe qui peut embêter Strasbourg sur un match et en même temps tu vas perdre contre Bordeaux. Ça me surprend pas non plus que ça, hein, parce que Montpellier depuis quelques saisons on fait quand même souvent des résultats un peu en dents de scie. Ils ont été capables plus qu'embêter Marseille en Coupe de France l'année dernière quand même. Je crois qu'ils perdent d'un ou 2 buts. À part Strasbourg, il y a personne qui l'a fait dernièrement. Donc ils sont capables de ça. Ils sont capables de perdre contre Bordeaux, prendre des gifles contre d'autres équipes. Avec des effectifs qui sont censés être moins bons que ce qu'a Montpellier. Parce que Montpellier, ils ont quand même, normalement, au moins un set de base qui tient plus que la route. Là, je suis d'accord, Raph. Je suis d'accord, complètement d'accord. Et Taverny, alors je suis pas forcément fan de la manière de jouer de Taverny, mais par contre, sur le papier, oui, tu dis entre Montpellier et Taverny, c'était une équipe qui doit faire le top 6 en fin de saison. Je pose pas trop la question, sauf qu'en fait, c'est vraiment joué à la fin et je suis pas déçu pour Taverny. Je trouve que Montpellier allait vraiment la chercher. Par contre, sa qualif, ils ont cette capacité-là d'aller justement chercher des résultats quand il le faut et ça, faut leur reconnaître. Et ouais, après, je l'identifie en fait un peu plus du côté aixois aussi. Parce que je suis au club d'Aix et je vois aussi ce match-là qu'Aix, pour moi, pouvait gagner malgré les absences. Mais à l'arrivée, tu te retrouves à devoir jouer un prochain match contre une équipe qui t'avait battu d'un but chez toi et contre qui t'as perdu au penalty. Et ça, mine de rien, dans la tête, même si je pense qu'Aix est meilleur, ça reste pour Montpellier une rencontre qui va être... ils vont l'attaquer entre les dents. La double confrontation, ça va pas être facile, je pense, pour Aix, s'ils sont pas sérieux. Ah, ça, je te rejoins complètement. Le fait de valider la qualif de Montpellier, donc on rappelle que Aix finit 3e, Montpellier 6e, et donc ils croiseront l'un avec l'autre pour les quarts de finale du championnat. C'est vrai que c'est le caillou un peu dans la chaussure Montpellier parce que, comme tu le dis, tu as gagné d'un but à l'aller, tu perds d'un but au retour, donc c'est une espèce de loterie. Je reste quand même confiant pour Aix parce que je pense qu'en valeur absolue, Aix reste meilleur que Montpellier. Oui, moi aussi. Mais effectivement, c'est une équipe impronosticable parce que avec des sautes de même à l'intérieur de leur propre match, ils ont des fois des écarts de trucs. Ils ont perdu à Bordeaux, ils ont gagné 24-4 chez eux. Donc déjà, tu comprends pas trop. Ils ont gagné à 7, ils ont perdu chez eux contre 7. Là, ils rivalisent, ils font plus que rivaliser avec Aix. Et à côté de ça, ils perdent des matchs qui sont des fois un petit peu inexplicables. Ils se sont traînés cette défaite à Bordeaux tout le long du championnat. Et il aura fallu un exploit quand même contre Aix pour valider le ticket. Sinon, ou plutôt une contre-performance de Taverny aussi contre Bordeaux, qui prive Taverny de rentrer dans les 6. Non, je disais quelque part où c'était des équipes qui te correspondent mieux aussi en termes de style. Tu vois, je sais que Aix, mine de rien, c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les contre-attaques, sur la vitesse. Et en fait, Montpellier, c'est une équipe qui va casser le jeu beaucoup. Donc, s'ils arrivent à être dans cette logique-là et t'emmener sur leur rythme à eux, c'est clair que tu vas passer un match vraiment de pétrin. Tu vois, si t'arrives par contre à imposer tes contre-attaques en défendant fort, tu vois, tu peux faire des écarts aussi rapidement. Donc, c'est vraiment, s'ils arrivent à t'emmener dans leur rythme, Montpellier, je pense qu'ils sont difficiles à jouer pour tout le monde.
en tête donner le classement complet, comme ça on pourra évoquer aussi, parler un petit peu des quarts de finale à venir qui auront lieu donc le 9 et le 16 mai en match aller-retour, hein, donc 3 contre 6 et 4 contre 5. Donc, ce qui nous donne au classement, donc Marseille premier avec 15 matchs et 45 points, mais il reste un dernier match qui se jouera le 6 mai contre Bordeaux. Vraisemblablement, Marseille devrait finir invaincu, donc avec 48 points, donc 16 matchs, 16 victoires. Donc, en deuxième, on a Strasbourg avec 42 points. Troisième, Pays d'Aix Natation avec 34 points. Quatrième, 7, du coup, qui prend cette quatrième place avec 21 points, suivi de Nice, cinquième, 19 points. Montpellier, sixième, donc qui a réussi in extremis à passer sur cette sixième place, 17 points. Septième, Taverny, donc on l'a dit, qui échoue à un point de Montpellier avec 16 points. Huitième, Douai, 15 points. Et enfin, Bordeaux, neuvième avec 4 points. Ouais, Christophe, on va faire un petit tour du côté des canonniers, même si il reste ce match à jouer de Marseille à Bordeaux. Je suis assez surpris. Je comprends pas pourquoi Marseille va jouer à Bordeaux le mercredi alors qu'il joue Radniki le samedi. Donc tu vas à Bordeaux quand même, qui est pas un déplacement, qui est un déplacement lointain, alors qu'ils auraient peut-être pu jouer le samedi et s'économiser une semaine. Alors je suppose que Milo Stepanovic va pas envoyer la grosse artillerie à Bordeaux et il va envoyer une équipe très très bis. Mais j'étais surpris qu'il joue pas samedi. Donc dans l'ordre décroissant, Pali Hermes, le Hongrois de Montpellier, qui par le biais de son bon match là contre Aix, a 41 buts. Il est devancé par Alexandre Bouet en 9e position, 44, à égalité avec Philippe Radojevic de 7, 44 aussi. Après, on a Laurentos de Taverny, dont on avait parlé, qui fait une bonne petite saison à 50 buts quand même, un jeune joueur. Ogara qui a manqué le match d'hier, donc il reste bloqué à 53 buts en 6e position, à égalité avec Ilya Moustour, qui fait toujours bon an mal an ses saisons et qui passe quand même rarement au travers de ses saisons, donc 53 buts aussi. Thomas Vernou à 54 buts, il est juste au-dessus. Thomas qui aura fait que 13 matchs dans la saison, donc qu'aurait, je pense, à minima, s'il avait joué tous les matchs, il serait très certainement en tête du classement. Samuel Balage, dont on a parlé, qui est resté bloqué à 57 buts, fort de son match vierge à Taverny, ce qui est rare, parce que c'est la première fois qu'il marque pas un but. Il n'y a même pas eu de pénalty pour Nice, donc c'est lui qui tire généralement les pénaltys. Gardasevic à Strasbourg, qui est à 57, et notre fameux Omael Michel, qui est tout en haut, donc qui a fini quand même meilleur buteur de N1 l'année dernière et qui a confirmé cette année à l'étage supérieur. On dit toujours qu'il y a un gros gap de qualité, d'intensité et tout ça entre les deux divisions. Et lui, je pense que c'est assez rare quand même un joueur de N1 qui monte comme ça en élite et qui arrive à garder cette couronne de meilleur buteur. Donc il met 60 buts sur les 16 matchs. Alors, on aura quart de finale, je l'ai dit, donc le 9 et le 16 mai, en même temps que le barrage élite N1. Donc, barrage élite N1, on aura Bordeaux et Livry-Gargan. Donc, match aller à Livry, retour à Bordeaux. Et pour les quarts de finale, on aura, donc on l'a évoqué tout à l'heure avec Raphaël, donc les ennemis jurés, Pays d'Aix contre Montpellier, donc match aller à Montpellier. Et enfin, on aura donc Nice qui recevra 7 au match aller et les vainqueurs de ces deux confrontations joueront les demi-finales contre le premier et le deuxième le 30 mai et le 13 juin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette saison élite régulière. On va passer du coup à notre invité. Il s'est présenté en début d'épisode et je crois que Frédéric, tu nous as bien préparé cette interview, donc je vais te laisser commencer les questions. Non, je voulais noter un truc, c'est que Raphaël présente un profil qui, à mon avis, est complètement atypique parce que je pense que c'est le seul entraîneur qui entraîne et des garçons et des filles et en plus dans 2 clubs différents. Donc ça, je pense pas que nos archives nous permettent de trouver un cas semblable. Donc, comme il l'a dit, il entraîne les garçons à Aix et les filles en élite à Toulon. Alors, Raph, moi, je voudrais te poser la question, comment tu en es arrivé à cette opportunité-là? Donc, tu as commencé d'abord à entraîner Aix et ensuite c'est Toulon qui est venu. Comment tu partages ton temps entre les deux? Et comment ça se passe, en fait, entraîner 2 clubs comme ça dans 2 villes différentes? Alors déjà, c'est rendu possible par 2 clubs qui ont une mentalité assez rare, je trouve, de pas voir l'intérêt de
de l'autre et de voir surtout l'intérêt de l'autre et du coup un peu l'intérêt commun. Et en fait, moi, je pense que ça s'est déclenché parce qu'il y a 3 ans, on a créé la section féminine à Aix parce que on a quand même on avait quelques joueuses qui étaient là, qui avaient un petit niveau, mais bon, arriver sur les U16, elles pouvaient plus évoluer en équipe mixte. Donc il fallait trouver un endroit où elles puissent se régaler. Et puis en fait, je voulais surtout qu'elles puissent jouer entre filles pour qu'on ait de plus en plus de filles qui commencent le sport. Et moi, j'entraînais les garçons à Aix, j'entraîne toujours les garçons à Aix sur la catégorie U16 surtout. Et en fait, j'ai développé ça en parallèle. Et ça a pris assez rapidement parce que de toute façon, je pense que sur le water polo féminin, si on s'investit un petit peu, on a quand même un retour assez rapide parce qu'on a en face de nous des joueuses qui mettent vraiment les choses en place pour que ça se fasse et les parents aussi. Et en fait, du coup, quand Toulon est monté en élite, ils m'appellent pour que je les rejoigne, quoi. Donc moi, j'étais un peu surpris parce que je me voyais pas partir d'Aix parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour le club et je trouve que c'est un club qui est bien structuré, qui est pas parfait, mais qui essaye vraiment de prendre soin de ses sportifs et sportives. Et ça, je trouve que c'est vachement important. Et du coup, de ses entraîneurs aussi, parce qu'ils ont été vachement... je m'attendais pas du tout à une collaboration aussi facile de leur part en disant, ok, si en clair ça peut marcher pour toi, ça va marcher pour nous. Donc en fait, j'ai répondu favorablement à l'offre de Toulon. Et en fait, du coup, moi, ça me permettait d'avoir un vrai cheminement pour les féminines, quoi, de recaser les jeunes sur l'équipe d'Aix et sur Toulon, hein, parce que Toulon forme des jeunes depuis quelques temps. Et en fait, d'arriver jusqu'à l'élite, ça leur montrait vraiment qu'on pouvait aller chercher quelque chose, quoi, à la fin de leur parcours. Est-ce que quand Toulon te contacte, est-ce que pour eux, ils posent dans la balance quand même la condition que tu demeures à Toulon et que tu restes à Toulon pour entraîner à plein temps ou pas? Non, pas du tout, parce qu'ils sont très, ils fonctionnent déjà en fait avec Aix, tu vois, il y a quand même un côté un peu entraide. Il y a pas vraiment, il y a pas de rivalité sportive parce que Toulon évolue et un club plus jeune et évolue à l'échelon inférieur, mais même si sur certaines générations ils ont des gamins assez doués. Et en fait, non, ils ont rien imposé du tout. Toulon, ils voulaient juste que ça marche. Donc en fait, ils ont un peu ils m'ont fait la proposition et ensuite moi je suis allé voir Aix tout de suite pour leur dire voilà, il y a ça qui se présente. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le projet féminin. Donc oui, et puis entraîner en élite, mine de rien, ça a toujours été un objectif personnel. Homme ou femme, ça a toujours été clair là-dessus. Et en fait, du coup, ils voulaient que Aix a voulu que je puisse profiter de cette opportunité-là. Et puis, il voulait quand même s'assurer que je puisse quand même bosser toujours pour eux. Donc on a trouvé un moyen que je puisse cumuler les deux. Donc c'est une certaine gymnastique, pas mal de temps passé en bagnole, mais voilà, ça se fait. Donc concrètement, donc toi tu habites à Aix, tu es basé à Aix, et comment comment il fonctionne ton emploi du temps là? Parce que ça c'est une vraie question que je me pose parce que les gens pensent que Toulon-Aix ça se fait comme ça, mais il y a quand même 1 heure et demie de voiture. 1 heure. Donc c'est 1 heure. Donc c'est pas juste c'est 1 heure. quand même. Et donc comment ça s'articule? Ça s'articule une semaine type, ça va être le lundi matin très tôt à Toulon parce qu'on s'entraîne de 6h30 à 8h du matin pour que les filles puissent ensuite soit aller dans leurs établissements pour leurs études ou au travail. Donc voilà, ça fait un petit lever à 4h30 on va dire du mat le lundi et ensuite j'ai entraînement l'après-midi sur Aix. Donc j'ai quand même entre 8h et 16h où mon entraînement commence sur Aix, un peu de temps quand même. Et ensuite, après mon entraînement de 16h sur Aix, je repars sur Toulon pour l'entraînement du soir qui est de 19h jusqu'à 20h pour la muscu. Et on enchaîne le soir de 20h à 21h45 à Toulon. Ça c'est le lundi. Le mardi. Tu fais deux allers-retours dans la journée? Ouais, le lundi et le vendredi, je fais 2 allers-retours sur la journée. On réfléchit un peu pour m'éviter de faire ça sur le long terme, mais en clair, moi, tant que j'ai personne pour encadrer les filles sur place, je préfère le faire moi, plutôt que les laisser en autonomie. Elles font déjà pas mal de choses en autonomie, et je trouve que c'est quand même important qu'il y ait un entraîneur au bord du bassin pour les booster un peu. Donc ouais, le lundi et vendredi, 2 allers-retours. Le mardi et jeudi, un seul.
Et le mercredi, en général, j'arrive à justement à ce qu'elle reste en autonomie pour qu'elle puisse faire la séance de muscu et les séances de natation un peu plus physiques, quoi. Après, comme je le disais en préambule, c'est la mentalité féminine, t'as vachement moins besoin de les pousser. Elles comprennent l'importance du travail qui est fait, le travail ingrat qui est fait. Donc ouais, non, c'est plus facile à mettre en place, je pense, qu'avec une équipe masculine. Donc ok, donc tu passes quand même 4 jours, quatre fois par semaine donc à Toulon. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais quand les calendriers s'entrechoquent, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir les U18 ex-oie qui jouent en même temps que Toulon filles? Comment Ouais, ça se passe? ouais, les US, enfin, les US, moi je suis Les UCS, pardon. ouais, non, bah, après, c'est là où c'est cool, mine de rien. J'ai des bons collègues de boulot, comme Enzo Cass, Lucas Béteille, Alex Collin, qui peuvent prendre le relais sur des rencontres comme ça. Par exemple, c'est arrivé contre Bordeaux, où, c'est Enzo qui les a coachés, pareil, contre Marseille. Donc, non, il y a une vraie entraide, et c'est quand même cool pour ça parce que j'ai des mecs sur Aix qui me permettent de bosser sur Toulon en fait. Donc ça c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de conditions et de relations avec les mecs avec qui tu bosses. Donc je sais on est tous prêts à couvrir les uns pour les autres, il y a pas de problème. Quand il y a des soucis de calendrier, on a notamment parce que nous on a pas mal de coachs qui sont qui sont joueurs d'élite ou impliqués sur l'élite. Donc ouais, il y a forcément dans le calendrier des moments où il y a des clashs, quoi. Donc tant que tu as une équipe de formateurs qui est prêt à céder, enfin, tu peux le faire. Mais oui, moi s'ils étaient pas là, ce serait pas possible. Vous avez fait une saison prometteuse, hein, puisque d'abord vous avez réussi à mettre 2 équipes derrière vous, Tavernier choisi, et puis vous avez titillé longtemps la possibilité d'accéder au top 4. C'est quoi l'ambition à moyen terme, long terme du club? Est-ce que c'est de pérenniser, est-ce qu'il y a une ambition pour aller plus haut? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors dans un premier temps, ouais, c'est de pérenniser les clubs au plus haut niveau national, mais beaucoup par l'apport de jeunes. Donc comme je disais, on a des filles sur Aix, on a des filles sur Toulon, donc ça nous fait vraiment deux structures qui permettent l'alimentation de cette équipe élite. Après, moi, j'aimerais bien à terme qu'on ait aussi une équipe en National 1 pour toutes ces filles-là qui sont dans les catégories jeunes et qui jouent 3 pauvres tournois dans l'année sur le sur le territoire national pour leur faire plus de matchs. Et oui, monter en qualité d'effectif sur Toulon, mais sur les ligues, pardon, mais c'est aussi dépendant ça va être dépendant de plusieurs facteurs. Le premier, c'est d'arriver à avoir une équipe complète qui s'entraîne ensemble. Ça, c'est le vrai chantier auquel on s'attelle parce que on a pas mal, on fonctionne d'une manière un peu spéciale et c'était le deal sur les 2 premières années de vraiment prendre le temps de fonctionner avec ce qu'on avait sous la main en fait. Et mais on a des filles qui sont basées à Annecy qui jouent pour Toulon. Donc, comme on a des filles qui sont basées à Nice qui jouent pour Toulon. Donc et ça demande des efforts de leur part qui soient en termes horaires ou financiers qui sont voilà, c'est pas possible sur le long terme en vrai de fonctionner comme ça. Mais on y est arrivé assez bien sur ces 2 premières saisons. L'année dernière, on découvrait l'élite, donc t'as un peu ce côté petit poussé, t'as un peu rien à perdre, et du coup c'est pas plus facile de performer, mais chaque bonne performance va être perçue comme un truc génial, et chaque défaite, tu vas te dire ouais, mais c'est normal parce qu'on vient d'arriver. Là cette année, on voulait, enfin moi en tout cas personnellement et les filles, c'était assez clair pour tout le monde, on voulait rentrer dans le top 4. On n'y est pas arrivé, mais ce qui m'a plu, c'est que même les équipes qui finissent devant nous, elles sont pas si loin de nous. L'année dernière, on pouvait pas jouer contre elles. Il y avait pas de sur les matchs contre ces équipes-là, on n'existait pas vraiment. On essayait, mais on n'existait pas vraiment. Là, on les a regardés dans les yeux. On s'est manqué aussi parce que je pense notamment au match contre Nice chez nous, où je pense c'est là où on loupe vraiment la qualif, mais Nice a pas volé sa victoire non plus. Tu t'es juste retrouvé à une confrontation de passé et puis tu le fais pas, et ça fait partie du sport aussi. Donc un goût d'inachevé sur la saison, mais beaucoup de fierté parce que tu vois comment les filles se bougent et progressent quand même. C'est assez chouette quand même d'être un peu responsable de ça.
Tu as parlé donc la saison de Toulon, l'objectif de la 4e place. Est-ce que, et puis ce match, ce fameux match contre Nice à domicile, est-ce que l'absence de Clémentine Valverde en fin de saison, justement, n'a pas... At Pepco, we know that rising energy costs are putting real pressure on families and businesses across DC. Since we don't control most of your bill, we're focused on all we can do to help our customers. Providing assistance through our Customer Relief Fund, investing in reliability to reduce outages and costly repairs, and advocating for long-term solutions. That's how we're helping customers today and strengthening the system for tomorrow. Learn more at pepco.com/energy costs. You've got social dialed in. Search is doing its thing. So why do your marketing results look the same as 6 months ago? That's because you're fishing in the same pond as everyone else. Podcast listeners are a different audience entirely. More engaged, harder to reach through traditional channels, and ready to act when someone they trust makes a recommendation. We're Acast, and we put them right in front of you. Browse thousands of the world's leading podcasts, book host reads or run your own ads, and track every conversion in real time. Same skills you already have, brand new results. Acast. Acast.com/advertise. Pas contribuer, c'est pas le bon terme, mais c'était bon. Après, des fois, quand on a des joueurs ou joueuses qui sont des joueurs importants de l'effectif, c'est vrai que les autres se disent je vais prendre plus ma chance et c'est compensé un petit peu. Mais est-ce que voilà, comment t'as perçu ça aussi? Est-ce que du coup ça a été peut-être l'éclosion d'autres joueuses qui ont pris plus de responsabilités? Comment ça s'est passé au sein de l'effectif? Alors oui, la perte, ne pas avoir Clem dans l'eau, c'est énorme pour ça crée un changement énorme parce qu'elle marque pas seulement des buts, elle va vraiment beaucoup aider sur les replis, sur les couvrir les bons espaces, faire la bonne passe, faire le bon, voilà, c'est l'apport d'une joueuse comme ça pour Toulon encore plus parce que tu as aussi une valeur un peu mentale où elle va vraiment aider les autres. Donc oui, ça a été un gros manque. Après comme tu l'as souligné, ça, c'est aussi l'occasion pour d'autres de jouer plus. Et il faut toujours que tu arrives à voir de manière positive ce genre de situation, parce que d'une, c'était une absence qui est top pour elle, et parce que c'est pas non plus, c'est pour de bonnes raisons, on va dire. Et du coup, oui, il y avait l'occasion pour d'autres de prendre un peu plus de place et de temps de jeu. Après, sachant quand même que dans l'équipe par rapport à l'année dernière, il y a aussi 3 gros changements avec l'arrivée de Valentine Heurtaud, Emma Duflo et le retour de Léopoldine Burle qui était à l'INSEP l'année dernière. Donc, si j'avais perdu Clem l'année dernière, oui, je sais pas comment on aurait pu. Ça aurait été vraiment très très compliqué cette année. Sur l'effectif, on avait quand même un peu plus de rotation et de force vive sans avoir Clem non plus, et j'ai vraiment bien aimé le fait que tout le monde mette 10% de plus pour aller compenser ça, quoi. Donc et sur certains matchs on a réussi à le faire, notamment de France contre Nice où pareil on perd au tir au but mais on les a vraiment bien titillés, et la semaine d'après contre Bordeaux on va gagner là-bas. Voilà, il y avait pas Clem, les filles ont quand même réussi à aller chercher un résultat où tu vas gagner chez une équipe qui venait de faire finale des Coupes de France. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de ça. Après, oui, je pense que sur la confrontation contre Nice, si on l'a en plus, peut-être que ça aide. Mais bon, Nice n'avait pas non plus leur joueuse en numéro 4 américaine qui envoie des missiles, et elle a pas joué contre nous non plus. Donc voilà, je pense que même sans Clem, on pouvait les battre. C'est pas arrivé, Scott. Est-ce que l'arrivée, tu as cité 3 joueuses, Valentine, Emma et Léopoldine, est-ce que déjà elles s'inscrivent dans la durée? Est-ce qu'on seront là dans l'année prochaine pour cette nouvelle saison, et comment elles se sont intégrées dans l'équipe? Alors oui, l'idée c'est de les garder le plus longtemps possible. Après, nous on s'oppose jamais au projet des filles, parce que déjà quand tu vois les conditions de travail pour elles ont pas de contrat de travail de joueuses de water-polo, vraiment et simplement. Donc il n'y a pas contractuellement des choses que tu peux faire. Donc en fait tu veux juste qu'elles aient le meilleur parcours possible pour elles. Donc moi, mais par contre l'idée c'est de les garder le plus longtemps possible pour continuer à faire grandir l'équipe. Donc ouais, je suis ultra satisfait de leur intégration. Après c'était pas une surprise, parce que Léopoldine elle connaissait déjà l'équipe,
Et ensuite, Emma et Val, les deux, moi j'avais fait un peu les équipes de France les 2 années d'avant, sur les équipes de France jeunes, et je sais que quand l'opportunité de s'être présentée de les recruter, moi c'était des filles que je savais que ça allait marcher parce que de par leur tempérament, de par leur implication dans n'importe quelle équipe où elles jouent, je pense, ça se passerait bien partout avec tous ces gosses-là. Elles font le taf que tu vas leur demander tout le temps et avec vraiment de la détermination et de l'envie, donc c'est facile pour moi en fait. Raphaël, il y a un club très puissant dans le sud de la France qui est le SAC des nageurs de Marseille, qui jusqu'alors s'était cantonné à inscrire des équipes masculines et puis uniquement. Et puis là, donc, ce qui était dans les tuyaux un petit peu est confirmé. Et l'année prochaine, le cercle évoluera donc en élite. On annonce déjà le retour d'Emma Vernou qui revient donc dans son club formateur. Comment tu vois l'arrivée et la présence de Marseille? Est-ce que pour toi, ça va être un boost pour le championnat? Et c'est quoi ton œil de technicien là-dessus? Je vois ça comme une super opportunité pour déjà localement, parce que je vais pas me projeter sur le niveau national parce qu'on a quand même beaucoup de choses à régler avant tout ça. Mais déjà d'un point de vue local, d'avoir un club en plus, ça va créer une concentration de joueuses et c'est vraiment, je trouve, ce qui nous manque, que ce soit dans le water-polo masculin et surtout féminin. C'est beaucoup de joueuses en fait. Donc là, on vient rajouter la plus grosse structure de France qui commence à se mettre sur des féminines. Voilà, j'espère que vraiment ça va être suivi d'une grosse formation qui nous embête sur toutes des catégories de jeunes pour aller chercher des résultats, et qu'on puisse travailler un maximum ensemble aussi sur des confrontations, on va dire toutes les semaines, tous les mois, je sais pas, mais qu'on travaille sans dire qu'on va travailler ensemble parce que c'est pas vrai. On va essayer de se battre l'un l'autre, mais à l'arrivée, je trouve que c'est une super chance pour le water-polo féminin d'avoir un club comme Marseille qui s'y met. J'aurais espéré qu'ils le fassent même avant, en vrai, pour un club comme Marseille. S'ils avaient fait ça il y a 20 ans, ils auraient été champions d'Europe, en vrai. C'est ça qui est assez frustrant sur les féminins, c'est que alors, on n'a pas des conditions incroyables chez les mecs, mais tu mets 20% de ce que tu mets chez les mecs, chez les filles, si t'avais eu un peu de clairvoyance pour moi, depuis quelques années, le niveau français, il serait pas là où il est à l'heure actuelle. Donc, c'est très bien que des clubs comme Marseille s'y mettent. Je suis très content que Marseille crée une équipe. Voilà. Et on sait que Marseille viendra pas juste pour s'inscrire. Donc, la politique du club, c'est d'aller chercher le titre. Hein. Ils viennent pas là pour faire de la figuration. Ça va bouleverser un petit peu, je pense, l'ordre établi avec Lille qui est championne depuis 13 ou 14 ans. On en avait parlé, Christophe. Donc effectivement, pour moi, ça va être une redistribution des cartes avec même au niveau des transferts, hein, puisqu'on connaît l'attractivité du cercle. Et non, mais je voulais ton avis là-dessus. On a le même avis et sur le bien fondé d'avoir le cercle dans la division et aussi sur le fait que s'il avait fait il y a 20 ans, effectivement, ça aurait été un coup d'accélérateur pour le polo féminin. Alors, juste, on le touche un petit peu du doigt, justement, on parle de la sélection nationale. Quel est ton point de vue ou ta perception? Effectivement, on avait fait ça, on a parlé il y a 2 épisodes, justement, de la non-présence de l'équipe de France, notamment au World League. Toi qui es au contact directement des filles, certaines sont internationales dans ton effectif. Comment elles ont vécu ça? Qu'est-ce que ça a généré? Je sais pas, un peu d'une baisse de motivation au niveau de l'entraînement. Enfin, comment ça s'est passé? On rappelle juste, avant que tu répondes, il a plus que des joueuses. Il a la capitaine de l'équipe de France, hein, Valentine Horto, donc qui évolue à Toulon. Pour répondre à la question sur la réaction des filles quant à la non-participation en World League, c'est vraiment de l'abattement. C'est pas j'ai l'impression qu'elles sont vraiment dans ce cycle où elles travaillent pour faire les meilleures compétitions possibles, mais sans aucune garantie de savoir si ça va être proposé pour elles, quoi. Donc je suis je me répète un peu, mais je suis toujours un peu admiratif de ça parce que je reste persuadé que chez les mecs, si c'était ça, ce serait la révolution et on foutrait tout par terre. Là, tu vois, depuis les JO, elles ont perdu leur statut de sportif de haut niveau pour des raisons qui sont incompréhensibles. Les mecs non toujours, les filles non, je sais pas pourquoi.
Là, les mecs vont à la World League, les filles qui sont classées, qui sont mieux classées que les mecs au championnat d'Europe, la font pas. Alors, je me doute qu'il doit y avoir des raisons derrière et je veux bien les entendre, même si je les connais pas. Mais oui, je comprends pas que tu enlèves ça à des sportifs et sportifs qui le méritent, en fait. Si t'es qualifié, t'es qualifié. On est la France, on n'est pas un pays on n'est pas une fédération, un pays, qui sont en galère de ressources ou de moyens de trouver des financements. Donc, j'ai du mal à comprendre. Après, je me doute que Lorraine Doranty, entraîneur national, préférerait le faire, cette compétition. Donc je sais pas à quel niveau sont pris ces décisions, mais ouais, ça me donne encore plus de motivation pour essayer d'aider les filles, en fait. Mais par contre, oui, tu marches un peu sur la tête, je trouve, quand même. T'as vraiment un truc à deux étages entre le water-polo masculin et le water-polo féminin, où tu sens quand même que bon, peu importe ce qui se passe, c'est pas grave, quoi. Et ça, je trouve ça un peu pas très honnête vis-à-vis de l'investissement des filles au quotidien. Alors justement, Raphaël, on va faire une passerelle puisque toi, comme tu l'as dit, tu as entraîné en Australie, pays où les premiers Jeux olympiques féminins ont eu lieu en Australie, à Sydney en 2000, avec cette fameuse victoire de l'Australie. Donc les Australiennes ont été championnes olympiques. Comment est géré, j'allais dire, le water polo là-bas? Est-ce qu'il y a des différences masculines, féminines? Les Australiens, dès qu'ils se déplacent, ça coûte forcément très cher parce que il faut aller loin. C'est au bout du monde. Comment t'as vécu cette expérience et quelles sont les différences majeures entre la perception de ce sport-là chez eux et chez nous? Alors, il y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Les résultats, l'intérêt, le nombre de personnes qui assistent au match ne varient pas en fonction que ce soit masculin ou féminin. Ils sont vraiment traités de la même manière, avec autant de considération de la part de leur fédé et de tout le monde, en fait. Donc non, c'est vraiment moi, je pense que ça m'a donné un peu plus de conviction pour aller pousser dans le water-polo féminin, parce que tu vois que quand les choses sont faites avec considération et un peu de planification, t'arrives à quand même former des joueuses qui sont vraiment très très fortes. Et oui, sur l'organisation, ils ont une organisation différente, mais qui est un peu plus. En fait, la première division ne va pas changer. Les 10 équipes en première division ne changent pas. Il n'y a pas de relégation, de montée, donc ça te permet une planification un peu plus sur le long terme, notamment des déplacements. Donc, je prends un exemple. Moi, j'étais basé sur Sydney. Sur Sydney, en première division, tu as 5 clubs de Sydney. Et en fait, chaque club savait ses déplacements avant même de commencer la saison. Donc, si une année, par exemple, tu étais allé jouer à Perth, à l'autre bout du pays, et à Adélaïde, tu n'allais pas jouer à Brisbane. L'année d'après, par contre, tu allais jouer à Brisbane, mais par contre, des équipes de Perth et d'Adélaïde venaient chez toi. Donc, c'est vraiment, tu savais à l'avance que tu allais te faire dans la saison un road trip à aller à Perth pendant 4 jours, parce qu'en général, tu as une confrontation aller et retour, sauf que là, tu les fais 2 fois là-bas ou 2 fois chez toi, selon l'année, tous les jours. Donc, ça peut créer des différences sur les classements, mais en vrai, tu t'aperçois que tu fais le prorata sur 5 ans, par exemple, les résultats sont assez similaires, en fait. Que tu joues à l'extérieur ou à domicile, ça change pas plus que ça. Et souvent, quand tu fais les road trips, tu vas avoir des scores assez proches et partagés, parce que tu as le premier match. Même si l'équipe gagne facilement, c'est pas du plus sûr que tu arrives à gagner le deuxième facilement, parce que vu que c'est un si grand pays et que les occasions de se confronter sont pas non plus aussi nombreuses que ce qu'on peut avoir en France ou en Europe. Et quand ils se jouent une première fois, ils prennent vraiment le pli et ça progresse d'autant plus vite. Donc quand on faisait les road trips, par exemple à Perth, on enchaînait 4 matchs en 4 jours. T'avais une vraie différence sur l'équipe entre le premier et le dernier match. Tu faisais vraiment des progressions assez rapides. Et les clubs fonctionnent comment au niveau du budget? C'est de l'argent de l'État, de la ville, de sponsors, d'adhésion? Comment ça se passe? La plupart des clubs sont affiliés à des universités. Donc en fait, tout ce qui est infrastructure et comment dire, ton démarchage pour aller chercher des nouveaux joueurs et joueuses, ça se fait aussi beaucoup via l'université, avec des cursus qui sont proposés, qui peuvent être intéressants, plus ou moins intéressants selon les études que tu fais.
Il y a à ma connaissance que 2 clubs, je crois, qui étaient pas affiliés à une université quand j'y étais en tout cas. Et mais sinon, c'est souvent des fonds privés ou des anciens joueurs ou des personnalités du club qui injectent des sous là-dedans et un peu de sponsoring. Mais t'as pas T'as pas de fonds publics. de fonds publics. C'est Donc vraiment... ils arrivent à tenir qu'avec des fonds privés. Ouais. Après, c'est pas les mêmes frais que t'as toi en tant que joueur. Tu payes un max. Hein. Là, par exemple, les jeunes, quand tu partais en championnat national, tu pars pour une semaine de compétition, ça leur coûte $2 000 au moins. Au moins de. Donc ça, c'est les parents qui payent. Les parents qui payent. Donc à chaque fois que tu fais un truc, en fait, à chaque fois que ton gamin est sélectionné pour une équipe ou pour une compétition, c'est les parents qui doivent payer la part le déplacement, l'hôtel et une partie qui va même au coach, quoi. Donc non, Et s'ils peuvent pas? ils peuvent pas jouer au water polo. Non, on essayait d'avoir comment dire, des aides particulières pour les familles un peu plus dans le besoin. Mais après, oui, en Australie, ça reste un sport qui est quand même destiné à des gens qui ont un peu plus d'argent. Il y a très peu de gens de quartiers défavorisés. Alors après, en Australie, des quartiers défavorisés, t'en as pas 50 000, mais ouais, tu t'aperçois que c'est quand même, ça s'adresse plus à une population qui a de l'argent. Donc c'est là où ça les limite un peu. Je pense que s'ils avaient ce truc d'accès-là, où ils iraient chercher un peu plus dans des zones où il n'y a pas traditionnellement du water polo, je pense qu'ils pourraient encore plus progresser rapidement. Enfin, ouais, c'est un système qui est totalement différent, mais qui fonctionne. Qui fonctionne parce que ils ont une détection assez jeune via les écoles où en fait le water polo est un sport proposé dans 90% des écoles, en tout cas sur Sydney. Du coup, t'as des gamins qui sont au moins sensibilisés au sport et souvent en fait qui sont accrochés au sport par ça. Qui fonctionne très bien, Raphaël, parce que les filles ont fait médaille d'argent encore à Paris 2024 là, cette année en perdant l'Espagne en finale. Et les garçons étaient à 2 doigts quand même de passer en demi. Ils perdent les États-Unis au penalty. États-Unis qui ont fini aussi médaille de bronze. Donc c'est vrai qu'ils ont un combo garçon-fille qui fonctionne très bien. Et c'est toujours difficile à jouer dans un pays quand même qui est grand comme un continent. Donc effectivement, on se rend pas compte. Nous, on se plaint des fois quand il y a un Nice-Bordeaux. Mais un Nice-Bordeaux, pour eux, c'est de la rigolade, puisqu'effectivement, Sydney Perth, c'est quoi? C'est 5 heures d'avion? Sydney Perth, c'est 5 heures d'avion. Donc ouais, c'est comme si on avait un championnat avec Bordeaux-Istanbul, quoi. Bordeaux-Doha. Donc c'est vrai que dit comme ça, ça met un petit peu en perspective les choses. Alors juste, je profite un peu de cet échange pour aussi un de nos auditeurs là qui a fait des commentaires un peu sur nos réseaux sociaux à une fille qui joue au water polo apparemment en Nouvelle-Zélande et qui nous disait que en fait les fédérations australiennes et Nouvelle-Zélande sont des fédérations de water polo. Elles sont indépendantes, donc information je pense non négligeable par rapport à la promotion du sport. Et que effectivement il y avait beaucoup de piscines et que ça jouait déjà dans les écoles. Chaque école, un peu avait sa piscine. Et ils font des regroupements par région, puisque là-bas il y a le le Queensland ou les trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça permet, même si les villes sont éloignées, comme tu disais, Raphaël, d'avoir quand même régulièrement des matchs et dans cette île continent, du coup de pouvoir justement avoir un niveau élevé, et pas qu'en water polo d'ailleurs, dans beaucoup de sports, parce qu'ils ont su s'organiser pour pouvoir, entre eux, progresser et avoir des matchs régulièrement. Il y a un truc important, Christophe, aussi, c'est que comme la place aux Jeux Olympiques pour l'Océanie est dévolue à 100% du temps à l'Australie, pour les gamins, tu fais quand même un sport où, si tu rentres en équipe nationale, c'est pareil pour les États-Unis, si tu rentres en équipe nationale, tu es sûr de faire les Jeux. Et ça, c'est quand même un moteur vers la Nouvelle-Zélande où les autres pays ne contrecarreront pas les projets australiens d'aller aux Jeux. La seule fois où l'Australie n'est pas allée aux Jeux, c'est en 96 à Atlanta parce qu'ils n'étaient pas qualifiés d'office. Ils avaient fait les Pré-Olympiques à Berlin. Mais sinon, l'Australie est toujours aux Jeux et je pense quand même que c'est un espèce de rêve quand tu... c'est quand même important de savoir que si tu joues pour ton équipe nationale, tu iras aux Jeux Olympiques quasiment automatiquement. Et je voulais faire un petit retour un peu en arrière par rapport à ça. Comment
tu venais de quasiment terminer ta carrière de joueur. Comment tu décides de partir en Australie pour démarrer cette carrière d'entraîneur si loin de la France, dans un pays peut-être un peu inconnu, je dirais, ou peut-être un rêve d'aller là-bas, comme beaucoup de Français y vont, que ce soit la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. On sait que maintenant, c'est des destinations très prisées des jeunes Français. Comment ça s'est passé cette aventure? Est-ce que c'est toi qui as démarché? Est-ce que voilà, tu avais des contacts? Si tu peux nous raconter un peu cette aventure. Ouais, alors c'est en 2014, c'était ma dernière année à Nice et surtout en fait lors de ma dernière année à Nice, ça marque ma non-sélection équipe de France pour le match de barrage avant les championnats d'Europe et je savais que ça allait pas forcément se représenter tout de suite une chance de rentrer en équipe de France, donc j'ai pour une certaine lassitude à l'idée de refaire le championnat que j'avais fait depuis que j'avais, je sais pas, 15 ans. Donc voilà. Et j'ai toujours voulu aller à l'étranger. J'avais toujours voulu pratiquer mon sport à l'étranger. J'avais essayé plusieurs fois. Une fois, j'avais fait partir en Espagne, c'était pas fait suite à la crise financière de 2009. Puis après, j'avais essayé d'aller au Monténégro, mais les Monténégrins, ils avaient pas besoin d'un mec qui jouait à mon poste et qu'ils allaient payer. Donc mais en fait, ça n'avait jamais pu se faire. Et j'avais vraiment cette volonté-là. Et en fait, il s'avérait qu'à ce moment-là, j'ai rencontré ma femme, qui elle vivait à l'étranger. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je te rejoins à l'étranger. Et sauf qu'elle, à l'époque, était en Thaïlande. Donc, on va dire que les opportunités pour du water polo en Thaïlande en 2014, il y en avait pas 50. Et il y avait aussi au milieu un coup d'état, donc je peux passer les détails, parce que c'est un peu long. Et en fait, on s'est rabattu sur une option B. L'option B, c'était quoi? On s'est posé et je me suis dit, l'Australie, c'est un endroit, moi, qui me plaît. Il y a du water polo là-bas. La vie est plutôt chouette, j'ai l'impression, donc pourquoi pas. Et Tu n'avais pas de contact, tu connaissais personne. j'avais un contact, Chris Dyson, avec qui j'ai joué à Montpellier. Et en vrai, mon expérience en Australie, c'est super bien passé en grande partie grâce à lui. C'est lui qui m'a de suite connecté avec des clubs. Lui, il travaillait à l'époque pour Water Polo New South Wales, donc l'organisme qui régit les compétitions et les sélections pour toute la province de Sydney. Et en fait, moi j'ai atterri un jour après, j'avais mon entretien d'embauche avec un club, un des gros clubs de Sydney, qui s'est bien passé. Ils m'ont engagé direct. Et lui, en fait, avec Water Polo New South Wales, qui s'appelle l'Académie. Et en fait, l'Académie, c'est tous les matins. Donc, à 5h20 du matin jusqu'à 7h30, tu as chaque catégorie d'âge de ta région. Donc, les 25 meilleurs, par exemple, je te dis une bêtise, des 2010, des années 2000, ceux qui sont nés en année 2010, t'as les 25 meilleurs garçons, les 25 meilleures filles, qui s'entraînent ensemble sur ce créneau. Donc, en général, t'as 3-4 coachs qui sont en charge de ces sessions-là. Tu leur fais travailler les bases techniques, que ce soit avec le ballon ou sur la compréhension du jeu, des choses comme ça. Ça pouvait être aussi des séances de préparation physique, mais en tout cas, tu as tout un groupe de joueurs et joueuses qui s'entraînent ensemble au moins 2 fois par semaine. Et on fait ça sur tout 5h20 du matin? 5h20 du matin, ouais. 5h20 du matin jusqu'à 7h, un peu avant 7h30 parce qu'après, il fallait qu'ils aient le temps d'aller en cours. Mais ouais. Donc, moi, ça a commencé, au début, je faisais des remplacements parce que, quand t'as besoin de 3-4 coachs à 5h du matin, et même si t'as une base de coach qui est assez conséquente, t'as toujours des imprévus, des choses comme ça. Donc au début, j'ai commencé en faisant des remplacements et en fait, j'ai gravi un peu les échelons de plus en plus et j'ai fini par diriger l'académie. Donc ça, c'était vraiment un truc top, vraiment top, parce que tu vois un fonctionnement qui est incroyable, le regroupement des 25 meilleurs gamins, enfin les 50 meilleurs gamins de chaque génération, au moins 2 fois par semaine. Ça crée vraiment une émulation et une montée de niveau qui ne mettrait pas s'il y avait que le club, quoi. Donc c'était vraiment cool de faire partie de ça, là. Est-ce que le fait que tu peux nous parler du climat, les températures les plus basses, c'est quoi dans l'année? Alors ça va dépendre d'où t'es, mais pour une région comme Sydney où c'est quand même assez tempéré, c'est un peu comme le sud de la France, sauf qu'il fait plus chaud quand c'est l'été, bien plus chaud quand c'est l'été, et l'hiver faut avoir des températures aux alentours de 5 degrés, voire un peu moins, mais c'est assez humide en fait, c'est froid en fait. Et l'hiver, t'as vraiment froid. Moi j'ai eu plus froid en Australie l'hiver que parfois en France. Donc ouais, mais après là en fait la manière d'organiser leur sport est aussi dépendant de ça en fait. Les saisons, en fait, tu as 2 saisons quand tu fais pas sur une année civile, mais sur une année comme une saison comme on la verrait nous. En fait, tu as une saison
d'été qui commence vers novembre, qui finit vers avril. Ça, c'est la plus haute saison, on va dire. C'est où t'as tous les championnats nationaux. Et après, Donc là, ils jouent en piscine découverte. Là, ils jouent en piscine découverte. Là, t'as la première division qui joue. T'as tous les championnats nationaux des jeunes qui sont en place. Et après, t'as la saison d'hiver. Où là, par contre, c'est vraiment que du local. Il y a que du local et les équipes de province. Donc, en fait, c'est vraiment bien défini, bien découpé. Les gamins savent à tel moment, si c'est une période un peu plus de creux ou c'est une période un peu plus de développement, et ils savent que les mois de la saison d'été, tu peux pas louper un entraînement, il faut que tu sois non-stop parce que c'est là où il y a tout qui joue, quoi. La saison d'hiver, c'est vraiment utilisé comme saison de développement, tu essaies de gagner la compétition locale, mais l'enjeu est vraiment moindre. Et ça te permet d'avoir des périodes un peu plus, pas de creux parce que tu t'arrêtes jamais de jouer en vrai. Mais par contre, c'est sur un rythme vachement plus tranquille. Et du coup, en fait, tu gardes beaucoup de gosses qui s'entraînent tout le temps. Même si c'est un rythme un peu moins soutenu, ils sont jamais en problème de méforme. Ils sont toujours prêts à faire des matchs, prêts à nager à 2000 à l'heure. Enfin voilà, l'organisation est vraiment bien faite sur ça. Ils sont vraiment adaptés en fait à la météo et ce qui était le plus vendeur pour leur sport aussi. Tu vois, des gens pour les attirer quand il fait froid à la piscine, ouais. Mais par contre, quand il fait 30 degrés dehors, que t'as des barnums avec des boissons et des et des choses à leur vendre, ouais, ça marche vachement mieux bizarrement. Donc ils ont compris ça assez rapidement et c'est comme ça qu'ils organisent leur sport, quoi. Toi, je fais une aparté, mais t'as baigné aussi dans le water-polo féminin par le biais de ta sœur aussi. T'as une sœur qui a joué, je sais pas si elle joue toujours, mais qui a joué longtemps en Espagne. Et je sais que t'as eu ton frère évidemment qui a joué, ton grand frère. Ce polo féminin, ta sœur est toujours en Espagne? Ouais, toujours en Espagne. Et elle joue toujours, mais pour une équipe maltaise de temps en temps, quand elle s'embête un peu. Ouais, elle va jusqu'à Malte pour jouer des matchs de Coupe d'Europe. D'accord. Je disais en fait, même plus beau que ça au water-polo féminin, c'est que ma mère en fait a joué aussi au water-polo et a fait partie des pionnières du water-polo à Choisy-le-Roi. Donc c'est vraiment inscrit dans la famille et ouais, je pense que c'est pas un hasard que je fasse water-polo féminin parce que j'ai toujours eu des exemples de personnes qui étaient très proches qui jouaient à ce sport-là et pour revenir à ma petite sœur Eugénie qui jouait en Espagne, qui est toujours en Espagne et qui a joué pendant longtemps en Espagne. Cette situation, bien sûr que ça a conditionné aussi le fait que j'ai envie de me bouger pour ça, quoi. Donc tu vois une personne qui s'entraîne autant, ce peu de reconnaissance, tu peux être que admiratif et que volontaire pour aider ce genre de personnes. Donc ouais, c'est vraiment un cas de figure qui se retrouve beaucoup dans le water-polo féminin. Tu vois, j'entendais il y a pas si longtemps sur un de vos podcasts que je tairais le nom d'intervenant, et j'ai entendu la phrase les filles sont moins capables de faire des sacrifices que les mecs pour aller jouer dans les COP. Quand tu regardes le parcours des joueuses de water-polo en France, je me souviens très bien de la phrase, donc c'est une vraie phrase, hein, mais c'est pas pour faire de la polémique, c'est juste pour rétablir au moins un truc un fait qui est pas les plupart, qui a la plupart des filles. Si on regarde leur parcours, les filles qui jouent en France, elles ont joué dans quasiment tous les clubs de France. Sauf que tous les clubs de France, c'est en à Lille, à Nancy, à Bordeaux, à Nice, t'as fait les 5 coins de la France, presque, sont juste à Bretagne. Et t'as des filles qui font ça pour des sommes qui sont dérisoires, des conditions qui sont moins que certaines sur le long terme. Et ils y mettent quand même, tu vois. Même à des filles qui viennent à Toulon, Valentine Heurtaud, qui est une joueuse super, qui a pour aller un peu en moins n'importe où en Europe, elle vient chez nous à Toulon parce qu'elle pense que le projet il est bien, que ça va l'aider à grandir, que ça va. Tu vois, ils sont vraiment prêtes. En vrai, moi, je pourrais faire des sacrifices bien plus que nous les mecs. Même si on avait ces conditions-là, t'aurais un intérêt qui serait vachement moindre pour le polo de haut niveau. Elle, ça baisse pas, alors que ça. Donc ouais, mais et depuis toujours. Moi, la petite sœur, elle est partie en Espagne à 18 ans parce que il y a pas de projet pour elle en France en tout cas assez sûr. Elle est partie, elle connaissait personne, il y avait aucune garantie qu'elle puisse jouer, tu sais pas dans une des meilleures ligues du monde sans avoir le talent d'un Thomas Vernou, c'est que tu prends des risques en général mais elles sont vraiment prêtes à ça les filles. Hein. Donc ouais, c'est inspirant. Donc, on a parlé de la France, de l'Australie, de l'Espagne et on va parler un tout petit peu de la Suisse parce que Raphaël a un passeport suisse. Donc il est citoyen helvétique en plus d'être français.
Est-ce que entraîner donc t'as fait une année en Suisse. Est-ce que entraîner chez les filles en Suisse, voire même l'équipe nationale, est-ce que c'est un truc qui pourrait te botter? En vrai, pourquoi pas? En vrai, tant que le projet est cool, ça pourrait être sympa, mais très, très sincèrement aussi, j'ai plus à cœur de développer le water polo en France. Voilà, j'ai le passeport suisse, mais j'ai des ancêtres qui étaient suisses, mais j'ai pas un attachement particulier à la Suisse plus que ça, quoi. Après, c'est un pays très chouette. Les gens, ils sont pour la plupart gentils. Mon expérience là-bas était vraiment sympa aussi, hein. J'ai joué pour le club de Carouge et un peu entraîné sur l'équipe des jeunes. Fred est bien passé pour le savoir parce c'est lui qui m'a fait venir. Mais non, c'était une super expérience. C'est un monde totalement différent. C'est totalement différent. Mais oui, après, c'est toujours agréable de voir des pays comme ça qui se développent aussi quand même, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent aussi là-bas, que ce soit le club de Carouge ou en Suisse en général. J'ai l'impression que ça se développe bien aussi, à leur rythme, mais ça se développe quand même. Et ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben voilà, on a voyagé, on revient en France, on va revenir à Toulon. Tu parles de ce projet toulonnais. Est-ce que toi déjà tu as un contrat qui t'engage sur encore combien de temps, si un contrat il y a? Et c'est quoi l'avenir de Raphaël Pirat dans le water polo féminin? Alors, je sais pas si je peux répondre seul à cette question, mais non, alors sur le contrat, il y a rien qui est encore signé pour l'année prochaine, mais je vais me réengager avec Toulon, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, le projet, non, c'est comme on peut l'apercevoir, j'ai pas mal bougé quand même, surtout dernièrement. J'ai vraiment envie de m'établir entre Toulon et Aix, vraiment sur un projet qui dure. Parce que pour avoir un vrai impact sur le développement du water polo féminin, d'abord dans la région et ensuite on verra sur ce qui est national, mais j'ai envie de m'investir de plus en plus là-dedans et de rester là-dedans et de contribuer à ce que le niveau augmente, en fait. J'ai des ambitions, j'ai envie d'être champion, bien sûr, on a tous envie d'être champion. Après, qu'il y ait Marseille ou pas Marseille, ça reste toujours compliqué pour l'être. Moi, par contre, ce que j'ai envie, c'est de concourir dans un championnat d'au moins 10 équipes et pas 7, qui est de la masse chez les joueuses, qu'on commence à avoir des réglementations sur les limites d'étrangères, ce qui est encore loin d'être le cas. J'ai envie qu'on avance, nous, en tant que sport, progresser, parce qu'en fait, tu t'aperçois vraiment que c'est pas si compliqué que ça. Que ça nécessite de l'engagement auprès de ta fédération, ça nécessite de la volonté auprès des clubs de progresser, mais c'est pas si compliqué que ça. Et je sais pas, quand je vois l'arrivée d'un Rémi Garceau à Nancy, je vois ça tu vois, d'un bon œil, quand je me dis qu'un mec avec une telle expérience et qui le pense est un très bon entraîneur, se consacre aussi au water polo féminin. Taverny fait le travail sur la formation. Nice, historiquement, a toujours eu pas mal de filles, même si il y a quand même quelques étrangères qui viennent agrémenter leur équipe. En vrai, on peut le faire, mais il faut qu'on se bouge tous pour tirer le projet vers le haut. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de ligne directrice qui est définie par la fédération, donc nous, localement, il faut tous qu'on en fasse un peu plus. Donc ça passe. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc non, c'est moi, du coup, ce mantra-là, pour l'instant, je me l'applique à moi déjà, et puis les autres, j'espère juste qu'on pense tous un peu de la même manière. Alors après, quand je parle avec les coachs, on a tous un peu le même raisonnement, hein. Il y a personne qui est plus intelligent que les autres. C'est juste les moyens qui sont mis en œuvre par les clubs qui sont parfois différents. Tu vois, nous, on a vraiment on a besoin de cet aspect formation. Donc pour l'instant, on peut s'appuyer que là-dessus et il faut qu'on s'appuie tous là-dessus. Je trouve pas ça normal qu'en U14 filles, t'aies que 4 équipes dans le championnat. C'est pas possible, 4 équipes dans les 14. C'est pareil, on a une à Granville, une à Taverny, une à Saint-Jean. Tu vois, moi je suis à Toulon, on est tous loin des uns des autres. Comment est-ce que tu crées une dynamique pour les filles avec des matchs qui ont lieu tous les 3 mois? C'est trop peu. Donc nous, on a la chance d'être en région PACA avec quand même des équipes autour, avec des structures qui ont des joueurs. Bon, t'as quand même des tournois PACA, même s'ils jouent quand même pas assez, les gars. Mais je sais même pas comment ils font à Granville, à Saint-Jean,
C'est un miracle de Saint-Jean, c'est un miracle perpétuel. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour avoir autant de gamines. Ils ont des gamines sur toutes les catégories. C'est un village maintenant. Si Saint-Jean peut le faire, Lille doit pouvoir le faire, Nancy doit pouvoir le faire, on doit tous pouvoir le faire. Non, mais Lille, il y a une volonté. Je pense qu'il y a une volonté de pas le faire, parce qu'effectivement, là, t'as un bassin de population avec si tu fais le Lille-Roubaix-Tourcoing, t'es à plus d'1 million d'habitants. Comme tu dis, si Saint-Jean arrive à le faire avec 7-8 000 habitants à Saint-Jean, tu dois pouvoir le faire à Lille. Donc je pense que l'arrivée de Marseille va faire du bien parce que ça va bousculer un petit peu, je pense, peut-être pas la première année, mais la hiérarchie. Et ça va être plutôt pas mal pour aller dans le bon sens, à mon sens. Après, il faudra voir si sportivement, est-ce que le projet marseillais sera, je crois que c'est la volonté de l'inscrire directement en élite, sans passer par la case N1, ou est-ce que l'éthique sportive, quelque part, sera respectée? Là, il y a une réunion avec les clubs sans Marseille pour savoir si Marseille pouvait, tu me confirmeras, Raph, s'il pouvait accéder directement à l'élite, et visiblement, ça a été accepté. Oui, c'est correct. J'étais à cette réunion-là. La plupart, vraiment, les clubs ont tous, on est tous conscients, ce que je disais tout à l'heure, on est tous conscients de la réalité actuelle. On n'a pas envie de faire un championnat à 7 équipes. Donc, s'il y a un club comme Marseille qui vient être une 8e équipe, voire même d'autres équipes qui sont N1 qui veulent monter en élite, l'idée c'est de faire monter ceux qui veulent monter. Après, l'idée c'était de pas faire monter Marseille au détriment d'une équipe de N1. Ça, c'était la condition un peu sine qua non, ce qui est un peu normal. Et voilà, après, nous, on veut qu'il y ait plus d'équipes en première division. Non, mais on veut tout ça. Mais après, je pense que voilà, il faut pas durer. Il faut garder une certaine éthique sportive aussi par rapport aux clubs qui sont en N1. Tu as cité Granville, Limoges, Libellule, notamment pour ceux que je connais, qui travaillent aussi et qui forcément ont peut-être des ambitions peut-être plus hautes, ou en tout cas former des jeunes, etc. Donc c'est important. Et du coup, tu bascules plutôt côté Toulon ou plutôt côté Aix? Et alors sur le temps passé à l'entraînement, l'année prochaine, je risque d'en faire peut-être plus côté Toulon. Après, je garde un attachement quoi qu'il arrive à Aix, parce que je vais continuer à entraîner les jeunes filles à Aix, et je reste attaché au club d'Aix parce que je suis quand même, je suis conscient de la chance d'être dans un club comme Aix. Voilà, j'ai un peu bougé. Moi, j'aime bien quand je suis bien quelque part. J'aime bien y rester quand je crois au projet dans le club. J'aime bien y rester aussi. Donc, je pense vraiment qu'on va dans la bonne direction à Aix. Donc, non, il y a aucune raison que je sois moins à la tête à Aix, mais je serai un peu plus souvent présent sur Toulon l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut quelqu'un pour développer aussi le Si voilà, tu as un parcours, tu restes relativement jeune, tu as un parcours assez varié en termes d'équipe en tant que joueur, une nouvelle carrière, on va dire, qui démarre assez récente, même si tu es parti il y a déjà quelques temps en Australie pour commencer ta carrière d'entraîneur. Qu'est-ce que tu retiens sur ton parcours poloistique? C'est quoi les éléments forts qui t'ont marqué? Les éléments forts, c'est les rencontres que tu vas avoir, des personnes qui t'apportent quelque chose, soit que t'avais pas vu venir, soit qui vont changer ta manière de voir le sport, de progresser. Moi, c'est vraiment un sport qui m'apporte toujours énormément sur ça, en fait. Je me suis retrouvé en Australie juste parce que je connaissais un mec et ça a totalement changé mon parcours. Et en bien, donc non, c'est des très belles rencontres. Très belles rencontres. On a un sport qui est cool avec des gens qui sont cool, qui le font, donc c'est sympa. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui, justement, aussi dans cette évolution, dans cette progression, qui t'inspire? Pas forcément dans le water-polo, mais est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, quelqu'un plutôt qui te motive, dont tu as envie d'avoir peut-être pas le même parcours, mais en tout cas d'avoir des choses similaires? Alors en vrai, il y en a deux qui viennent tout de suite en tête. Un qui m'a formé en tant que jeune, c'est Marc Vidil, avec qui j'ai appris pour moi beaucoup de choses. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus appris en water-polo. Et je reste admiratif de ce qu'il fait comme travail à Strasbourg avec les jeunes, avec ce qu'il essaie de mettre en place tout le temps. Et un qui est inspirant aussi, c'était Marc Amardeille. Marc Amardeille, qui est un fou de son sport complet. Les deux, en vrai, sont des fous.
complet de leur sport, mais ouais, avec des connaissances et des compétences qui sont pour moi, ouais, c'est un truc à aller chercher, ouais. S'il y a un entraîneur qui me donne envie d'être un peu meilleur, ce serait Marc Amardey, je pense, parce il a réussi à gagner une Coupe d'Europe avec un coach français, avec un effectif qui est pas celui actuel de Marseille. C'était une très bonne équipe, mais voilà, et puis c'est pas la Ligue des Champions, mais tu vas gagner à enfin, tu gagnes contre Erchegnouli, enfin voilà, et même sa méthodologie, je connais pas, voilà, j'ai jamais été entraîné par Marc Amardey, ou j'ai jamais fait partie de son staff. Mais bon, de ce que j'entends beaucoup des joueurs qui l'ont eu, et moi je me souviens assez tôt de quand il a basculé du côté entraîneur, il avait déjà une vision bien précise de ce qu'il voulait mettre en place, de toute l'organisation de sa planification sur l'année. Il y avait rien qui était laissé au hasard, et là pour le coup c'était un très jeune coach, parce qu'il commençait à Taverny en faisant entraîneur-joueur. C'est inspirant d'avoir des mecs comme ça, et donc on a vraiment de la qualité en France, hein. C'est juste on a commencé à le voir un peu dernièrement avec les résultats de l'équipe de France masculine, qui arrive à faire 4e au championnat du monde. Mais en vrai, t'as toujours eu des talents en France. Je pense à un mec, le regretté Emmanuel Duché, par exemple. C'est une machine. En Europe entière, on peut parler de ce joueur-là, et on a toujours eu des talents, que ce soit notamment en termes de joueurs, mais aussi vraiment d'entraîneurs. Donc ouais, moi ce serait ces mecs-là. Je ne vais pas chercher ailleurs qu'en France. Alors, la question n'est pas forcément corrélée, ça peut être encore autre chose, mais pour finir un peu cette interview, on a pour habitude de demander à nos invités qui ils aimeraient entendre à ce micro. Bon, ça peut être les mêmes personnes que tu viens de citer, ou ailleurs. Qui aimerais-tu, dans un prochain épisode, éventuellement entendre à ta place? Ouais, un des deux, ce serait pas mal, même si leur caractère un peu ours, je suis pas sûr qu'ils le fassent tout de suite. Non. Raph, j'ai proposé à Marc Amardey. Il, pour l'instant, m'a dit non, parce que il a peut-être un peu trop de choses à dénoncer, et comme c'est quelqu'un de brut et d'entier, il aura du mal peut-être à se tempérer, à dire les choses qui lui déplaisent. Mais je ne désespère pas, au fur et à mesure, d'arriver à le récupérer. Et effectivement, il fait partie des invités qu'on souhaiterait avoir, puisque comme tu l'as dit, il a gagné une Coupe d'Europe, le seul à avoir gagné une Coupe d'Europe en France, avec un club français, et même tout court. Donc je pense qu'un jour on l'aura au micro. Bon, ouais, non, ça me surprend pas trop les raisons. Non, en vrai, moi, ce que j'aimerais surtout avoir, c'est, parce que on est tous un peu pareil. Quand t'es au niveau club, tu vas toujours taper un peu sur la fédé en disant, il n'y a pas ça qui est mis en place, quoi. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un de la fédération pour nous expliquer un peu justement, quel est le chemin, en fait. Où est-ce qu'on va, on travaille pourquoi, quelle est la volonté d'amener quelle équipe sur quelle compétition. Moi, ça m'intéresserait un peu d'avoir une vision un peu plus globale, voilà, à l'heure actuelle. Après, en vrai, comme un nom d'invité, là, t'en sortir un, je sais pas, Mickaël Bodegas, j'aimerais bien. Parce que lui, pour le coup, il a un super parcours, voilà, un mec qui joue à Rico, et puis c'est un mec bien, qui s'exprime bien, je pense que ça passerait bien. Alors, Mickaël Bodegas, je lui ai proposé, il est d'accord sur le principe. Je pense je relancerai gentiment pour la fin de la saison, quand il aura parce que visiblement c'est sa dernière saison. Donc, quand il aura mis un terme définitif, il aura certainement un peu plus de temps. Et donc, je pense qu'il acceptera, il m'a donné son accord pour venir. On a, par le biais de Christophe ou de moi-même et du podcast, invité plusieurs fois Florian Brouzot à venir répondre à nos questions. Il avait été question à un moment donné qu'ils viennent. J'ai pas de nouvelles. Christophe n'en a pas non plus, visiblement. Donc, nous, on est fermé à personne. Si Florian Brouzot, qui est responsable de la performance à la Fédération française dédiée au water-polo, donc de venir répondre à nos questions. On peut pas forcément plus les gens à venir. Donc, s'il veut venir, il est le bienvenu. Et puis voilà. Oui, on peut nous contacter sur les réseaux sociaux ou par mail à lapointe.wp@gmail.com. Donc voilà. J'attends aussi, j'ai fait une proposition au nouveau DTN. Pour l'instant, Monsieur Denis Auguin, j'attends des réponses. Pour l'instant, pas de réponse. Donc voilà, notre micro est ouvert.
Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que tout le monde aura passé un bon moment, que vous aurez été assez courageux pour aller au bout de cet épisode. Et on se donne rendez-vous mardi prochain. Merci, ciao. Au revoir. The average cost of a DUI in Virginia is $11,352.47. Drinking and driving costs more than your drinks. Learn more at whatsthedamage.org. Brought to you by Virginia DMV. Quick question. When was the last time a display ad changed your mind? Now think about the last time a friend told you about something they loved. Different feeling, right? That's how podcast advertising works. A host who's built real trust with their audience talks about your brand in their own words, in their own voice. It doesn't interrupt the experience. It's part of it. With Acast, you can access the world's largest podcast marketplace. Choose the right shows, the right audiences, the right format. Then watch the data tell you it worked. You're not buying impressions. You're buying influence. Learn more by visiting acast.com/advertise. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.